Nous reprenons maintenant directement avec Monsieur l'ambassadeur Yoel Sher, Monsieur Sami Bochner qui est avocat, Monsieur Yohanan Manor qui va venir à côté de moi, qui est politologue. Et l'intitulé de cette deuxième partie de la matinée, le mouvement sioniste de Herzl à nos jours. Yoel, merci et je vous passe la parole. Comme l'a si bien rappelé au départ notre présidente Jacqueline Rebibaud, qui est la locomotive et la cheville ouvrière de ce colloque, son thème découle naturellement des jubilés célébrés cette année en 2017. Les 120 ans du premier congrès sioniste, les 100 ans de la déclaration Balfour, les 70 ans de la résolution des Nations Unies recommandant le partage de la Palestine et la création d'un État juif. Les 70 ans, les 50 ans de la réunification de Jérusalem, que nous venons de célébrer ces jours-ci. On peut ajouter les 40 ans de la visite historique et dramatique du président Sadat. 5 dates cruciales dans l'histoire miraculeuse de notre indépendance, reconquise sur la terre de nos ancêtres. L'autodétermination en 1897, la reconnaissance de principe en 1917, la reconnaissance formelle en 1947, le couronnement du retour à Sion, Jérusalem, berceau national du peuple juif, en 1967. Et en 1977, le début de la reconnaissance de l'État d'Israël par ses voisins. Le point de départ de cette réflexion est le livre publié par Theodor Herzl, petit journaliste, pas autrichien mais austro-hongrois, un an avant le premier congrès sioniste convoqué par lui à Bâle. Son titre original en allemand, on en a parlé, le rabbin Grunwald l'a rappelé, était en allemand Der Judenstaat, c'est-à-dire l'État des Juifs. Mais il a été traduit en français, comme d'ailleurs en anglais, par l'État juif. État juif ou État des Juifs, est-ce la même chose? Non. Non, ça n'est pas la même chose, et c'est bien de cette nuance que nous nous proposons de nous entretenir. J'ai auprès de moi, pour ce faire, 2 vieux amis, avec Maître Sami Bochner, avocat au barreau de Lille, de Paris et Tel Aviv. Lille s'est fermée? Non, c'était. Et nous avons coopéré il y a près de 40 ans pour la défense et l'illustration de l'image d'Israël en France. Avec le docteur Yohanan Manor, mon condisciple de Sciences Po à Paris, nous avons fait de l'Asbara au sein de milieux estudiantins en France il y a plus de 50 ans. Je suis particulièrement heureux de me retrouver aujourd'hui avec eux pour constater ensemble le chemin parcouru depuis lors. Et je suis vraiment heureux de retrouver ici le grand rabbin Shmuel Sirat, qui est mon frère. En Bnei Brit, nous avons été intronisés le même jour à la même loge à Paris dans les années 80. L'État des Juifs, donc, que Theodor Herzl publie en 1896, il y a 121 ans, est un livre de rêve, de vision, mais aussi un programme d'action, un projet concret. En cette fin du XIXe siècle, avant la radio et la télévision, c'est par le livre que se propagent les idées et que s'engendre l'action. Voyez Le Capital de Karl Marx, voyez, dont c'est cette année le 150e anniversaire, si on parle de jubilé. Voyez Les Châtiments de Victor Hugo. Certes, Herzl n'a pas inventé l'autodétermination. Dès 1882, Léon Pinsker avait déjà publié son auto-émancipation à la suite des pogroms de 1881, préconisant la création d'un État juif indépendant. Herzl
fort des seules ondes générées par son livre, trouve l'audace de convoquer l'année suivante à Bâle un congrès destiné à promouvoir la réalisation de sa vision, le premier congrès sioniste. Véritable parlement du peuple juif, il se réunira 22 fois encore jusqu'à l'établissement de l'État d'Israël. À l'issue du congrès, c'est écrit sur le programme en première page, Herzl note dans son journal « À Bâle, j'ai fondé l'État des Juifs. Si je le disais à haute voix aujourd'hui, tout le monde me rirait au nez. Mais dans 20 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, ce sera une réalité dont tous conviendront. » Et en effet, exactement 20 ans après, le 2 novembre 1917, la Grande-Bretagne préconisait, par la déclaration Balfour, l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Et exactement 50 ans après, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la résolution sur le partage de la Palestine sous mandat britannique en un État juif et un État arabe. Quelle précision dans la vision de ce jeune journaliste âgé de 37 ans. Herzl s'engage alors dans une action diplomatique intensive, tout aussi audacieuse que la convocation du Congrès. Ambassadeur itinérant de l'État fantôme qu'il incarne, il œuvre frénétiquement pour obtenir la reconnaissance du droit du peuple juif à faire revivre la terre de ses ancêtres. Il entreprend des démarches auprès du sultan Abdulhamid à Constantinople, du pape Pie X et du roi d'Italie Victor Emmanuel III à Rome, de l'empereur d'Allemagne Guillaume II en visite à Mikvé Israël et à Jérusalem, rue des Prophètes, du ministre de l'Intérieur de la Russie, tsariste, Plévé à Saint-Pétersbourg, de Chamberlain, alors ministre britannique des colonies à Londres. Le tout jalonné de nouveaux congrès sionistes à un rythme biennal. Au 6e congrès sioniste à Bâle, de nouveau en 1903, apparaît un premier et terrible dilemme qui déchire les participants. Les démarches de Herzl n'ont pas abouti aux résultats concrets espérés. Alors qu'une nouvelle vague de pogroms déferle sur l'Europe de l'Est, à partir de Kishinev, le problème de la survie des communautés juives se fait de plus en plus dramatique. À la recherche d'une solution immédiate, on débat d'une proposition britannique d'allouer un territoire en Ouganda. De fait, il se trouve actuellement au Kenya, afin d'y installer des réfugiés juifs fuyant les massacres. Une solution humanitaire dite territorialiste, mais qui fait abstraction de l'attachement millénaire à la terre d'Israël. Comme son nom l'indique, le mouvement sioniste ne peut aspirer à résoudre le problème juif en Europe ailleurs qu'à Sion. Il y a lieu de préciser que le mouvement lancé par Herzl ne se développe pas dans le vide. Depuis 1882, des groupes de pionniers se rendent en Eretz Israël, s'y installent et créent des villages agricoles, avec ou sans l'aide du baron Edmond Rothschild, le bienfaiteur bien connu. Rishon LeZion, le premier à Sion, Rosh Pina, Petar Tikva, l'ouverture de l'espoir, Mazkeret Batia, Yesod HaMa'ala, Gedera, Be'er Tovia, Nes Tziona sont fondés entre 1882 et 1884. En 1990, deuxième vague pionnière avec l'établissement de Mishmar HaYarden, Metula, Rehovot et Hadera. Les pionniers s'acharnent à planter, à assécher les marécages, lutter contre la malaria, labourer et semer. Qui plus est, dès 1840, la communauté juive de Jérusalem est la plus nombreuse et compte 5000 âmes, plus d'un tiers de la population. 20 ans plus tard, en 1860, elle compte déjà 8000 âmes et commence à sortir des murailles de la vieille ville. C'est la date de la construction du quartier de Mishkenot Sha'ananim. 30 ans après, en 1890, la communauté juive de Jérusalem représente 60% de la population.
une majorité plus qu'absolue, 25 000 sur un total de 42 000 habitants. À l'époque du premier congrès sioniste, la population juive de Jérusalem a atteint 35 000 âmes, soit près des 2/3 des habitants de la ville sainte. Un d'entre eux, un de ces habitants, qui a été rappelé, Eliezer Ben Yehuda, qui a fait son aliyah en 1881, refait de l'hébreu, l'échon Israël, une langue vivante parlée au quotidien. Le premier, il a compris que la langue est le ciment qui lie le peuple d'Israël à sa terre et les différentes communautés juives entre elles-mêmes. C'est une dimension qui n'aurait eu aucune signification en Ouganda ou dans les colonies du baron de Hirsch en Argentine. La relation entre Am Israël, Eretz Israël et Torah Israël, cimentée par l'échon Israël, ne peut évidemment pas s'épanouir ailleurs. Il faut cependant attendre la Grande Guerre de 14-18 et le dépaissement de l'Empire ottoman pour que l'aspiration millénaire du peuple juif dispersé à revenir à la tête ancestrale voit un début de reconnaissance internationale. C'est la déclaration Balfour du 2 novembre 1917, selon laquelle le gouvernement de Sa Majesté britannique envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Elle est suivie par le mandat confié par la toute nouvelle Société des Nations à la Grande-Bretagne, afin que celle-ci mette en pratique l'esprit de sa déclaration. Pour la première fois, les nations reconnaissent le droit du peuple juif à l'indépendance en tant que nation sur sa terre. C'est une révolution qui va plus loin que l'émancipation individuelle du juif, votée par l'Assemblée nationale française le 3 août 1789, 3 semaines après la prise de la Bastille. Le député Clermont-Tonnerre avait déclaré alors « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs en tant qu'individus ». En 1917, Herzl n'est plus là pour constater le début de réalisation de sa vision, le fruit de sa lutte. Il est décédé en 1904 à l'âge de 44 ans. Les années suivantes sont marquées par des vagues d'immigration, les aliyot, des troubles fomentés par les Arabes, les zigzags de la politique britannique qui progressivement trahit ses engagements au terme de la déclaration Balfour et du mandat qui lui a été confié par la Société des Nations en vue de l'établissement du foyer national juif. C'est d'abord, et on l'a déjà dit, dès 1922, le retranchement de tout le territoire situé à l'est du Jourdain, des limites dans lesquelles les Juifs seront autorisés à s'installer, à créer des colonies, terme qui à l'époque est encore politiquement correct. Un premier partage donc qui exclut le foyer national de 89 000 km², soit 77% de qui lui était destiné à l'origine. Responsable, Winston Churchill, alors ministre des colonies, pourtant connu comme un sympathisant du mouvement sioniste et qui publie un premier livre blanc. C'est ensuite, et face à la montée du nazisme en Allemagne, l'instauration de quotas de certificats d'immigration qui barrent l'unique chance de salut de milliers, de dizaines de milliers de Juifs qui auraient pu échapper à la mort en traversant la Méditerranée vers le seul pays qui accepte de les accueillir, le leur. Suite à la révolte arabe de 1936, la Grande-Bretagne envoie une commission, la commission Peel, qui siège pendant 3 mois, tout près d'ici, au bas de la rue Agron, dans ce qui était l'hôtel Palace, construit par le grand moufti Hadj Amin el-Husseini, et récemment devenu l'hôtel Waldorf. Cette commission recommande un nouveau partage, avec cette fois la création d'un minuscule État juif sur 17% de ce qui reste de la Palestine à l'ouest du Jourdain. Les Arabes rejettent de prime abord toute idée de partage. Les représentants du Yishuv juif l'acceptent avec des réserves, obsédés par la condition des Juifs d'Allemagne et la menace qui pèse d'ores et déjà sur l'ensemble du judaïsme européen, et la nécessité de pouvoir leur assurer un havre de salut.
C'est pour la première fois l'évocation de 2 États pour 2 peuples. Cette tentative anglaise ayant fait long feu, Londres publie en 1939, à la veille de la guerre, un nouveau livre blanc. Celui-ci restreint encore les quotas d'immigration et l'acquisition de terres par les Juifs. Et c'est le cataclysme, la Shoah, et les portes y demeurent closes. David Ben-Gourion déclare avec force que nous combattrons contre le nazisme avec les Alliés comme s'il n'y avait pas de livre blanc, mais que nous continuerions à combattre le livre blanc comme s'il n'y avait pas la guerre. Les quelques milliers de rescapés luttent pour arriver ici clandestinement. Certains sont outrageusement refoulés par les Anglais vers des camps d'internement à Chypre. Et pour les 4500 passagers de ce misérable et héroïque rafio qu'est l'Exodus, jusqu'en Allemagne. Le combat mené par la Haganah, l'Irgun et le Lehi, la pression de l'opinion publique internationale, notamment des organisations juives américaines, conduisent la Grande-Bretagne à remettre aux Nations Unies le mandat qu'elle avait reçu de la Société des Nations. Et c'est le nouveau plan de partage, adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947 par 33 voix contre 13 et 10 abstentions. 50 ans après le premier congrès sioniste, la vision prophétique de Théodore Herzl se réalise avec une ponctualité stupéfiante. L'État juif sera créé 6 mois plus tard. De 650 000 juifs à sa naissance, il en compte aujourd'hui 6,5 millions, soit 10 fois plus. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, de la vision d'un seul homme qui se réalise en un siècle au centuple. La plus grande histoire à succès de l'histoire. La résolution des Nations Unies n'attribue au futur État juif qu'une partie de la rive occidentale du Jourdain, constituée à 60% par le désert du Negev. Jérusalem demeure hors partage, corpus separatum, sous régime international. La direction du Yishuv l'accepte comme un pis-aller minimal, comme compromis permettant l'accueil immédiat des survivants de la Shoah auxquels la puissance mandataire britannique refusait l'accès au pays. Mais le partage est cette fois encore rejeté avec violence par les États arabes, qui déclarent qu'ils le combattront par la force des armes. La guerre d'indépendance est déclenchée par les Arabes dès le lendemain du vote. Leurs armées interviennent et envahissent le pays dès le départ des Anglais ayant mis fin au mandat. C'est dans ces circonstances que le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame la fondation de l'État juif en Eretz Israël qui portera le nom d'État d'Israël. État juif ou État des Juifs, nous revoici au point de départ. Les premiers mots de la déclaration d'indépendance sont « Eretz Israël est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle et fit don de la Bible au monde entier. » Et de ce fait, Israël est le seul pays au monde dont les enfants traversent un paysage biblique en allant à l'école et en rentrant à la maison. Où la Bible est en même temps un livre d'histoire et un livre de géographie, quel que soit le degré de religiosité ou d'irreligiosité de l'élève. Certes, ces paroles se réfèrent à l'ensemble de la terre d'Israël, de la mer au fleuve, ou même historiquement au-delà, au Golan, au Bashan, au Gil'ad, à l'est du Jourdain, à tout le pays jadis habité par les 12 tribus d'Israël et promis à nouveau au peuple juif comme foyer national par la déclaration Balfour, voici tout juste un siècle. La déclaration d'indépendance ne précise ni les frontières du nouvel État, ni le nom de sa capitale, et pour cause. Les frontières sont déjà remises en question et violées par les Arabes. Jérusalem n'est pas attribuée par la résolution des Nations Unies. C'est le sort des armes qui en décidera. Par ailleurs,
l'État d'Israël n'a pas de constitution formelle. La déclaration d'indépendance du 14 mai 1948 évoque bien l'élaboration d'une constitution, mais les dissensions entre religieux et laïcs ont empêché la rédaction d'un texte constitutionnel unique. Depuis 1950, Israël a adopté 14 textes faisant office de loi fondamentale qui peu à peu sont appelés à tenir lieu d'une constitution. Ces dissensions reflètent le dilemme État juif ou État des Juifs. Les Juifs forment-ils une nation unique en son genre ou appartiennent-ils seulement ou surtout à une religion ? Et c'est là le problème de la majuscule. Et je rappelle ici une chose que j'ai déjà racontée il y a 3 ou 4 ans. J'ai protesté un jour de ce que le journal Le Monde écrivait juif et arabe, juif avec une minuscule et arabe avec une majuscule. J'ai écrit une lettre au rédacteur en chef Jacques Fauvet protestant sur cette minuscule. Et Jacques Fauvet m'a répondu une longue lettre me disant « Les règles de la typographie française disent que les nationalités bénéficient d'une majuscule, les religions d'une minuscule. Or, arabe, c'est une nationalité, juif, c'est une religion. » Et il ajoute encore « Et la majorité de vos coreligionnaires en France refuseraient la majuscule pour qu'on ne les accuse pas de double allégeance. » Alors, revendiquons notre majuscule et soyons extrêmement vigilants à nous-mêmes à écrire toujours le substantif juif avec une majuscule. Deuxième question, leur État doit-il ou sera-t-il un État démocratique et laïque composé d'une substantielle majorité juive avec des minorités jouissant d'une totale égalité de droits et de devoirs, ou un État dominé par la religion juive, la halakha, et hôte de minorités de second ordre. Troisième question, l'État des Juifs est-il l'État de ses seuls habitants ou celui de tous les Juifs du monde ? Nous avons entendu tout à l'heure des exposés passionnants et passionnés sur Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël et Leshon Israël. Tous ces termes sont intrinsèquement liés d'une manière indissociable. Pour un juif croyant et pratiquant, il ne devrait pas poser de questions. Et pourtant, lorsqu'il s'agit des contingences politiques liées à l'existence de l'État d'Israël, son fonctionnement, sa pérennité, il y a des choix qui s'imposent, des nuances à distinguer, des savants dosages à déterminer. Il s'agit de trouver un équilibre vivable et constructif entre ces différents pôles d'attraction, entre ceux pour lesquels la terre importe plus que ses habitants et ceux qui se contenteraient d'un droit de visite et de libre circulation à défaut d'un droit de propriété. Il était prévu de vous distribuer des extraits de la déclaration d'indépendance d'Israël. Cela n'ayant pu être fait pour des raisons techniques, je vais vous en donner lecture. Pas toute la déclaration, pas toute la Megillah, des extraits ayant trait à notre sujet. Contré à l'exil, dit la déclaration, le peuple juif demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les dispersions, priant sans cesse pour y revenir, toujours avec l'espoir d'y restaurer sa liberté nationale. Motivés par cet attachement historique, les Juifs s'efforcèrent au cours des siècles de retourner au pays de leurs ancêtres pour y reconstituer leur État. Au long des dernières décennies, ils y défrichèrent le désert, firent renaître leur langue, bâtirent cités et villages et établirent une communauté en pleine croissance ayant sa propre vie économique et culturelle. C'est de plus le droit naturel du peuple juif d'être une nation comme les autres nations, et de devenir maître de son destin dans son propre État souverain. L'État d'Israël sera ouvert à l'émigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité des droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race
ou de sexe. Confiant en l'Éternel Tout-Puissant, nous signons cette déclaration sur le sol de la patrie. Ce texte a aujourd'hui une dimension supplémentaire. Il y a 50 ans, Jérusalem a été réunifiée après 19 ans de coupure, à l'issue d'une guerre que nous n'avions pas souhaitée. Si Jérusalem doit rester unie et demeurer la capitale éternelle d'Israël et des Juifs, l'avenir de la Judée et de la Samarie, lui, ne fait pas l'unanimité. Je n'ai pas le temps d'exposer ma position à ce sujet et je m'en tiendrai à présenter le dilemme. Le caractère sacré de la terre promise nous fait-il obligation de la posséder en entier et souverainement ? En ce cas, ne sommes-nous pas assurés de nous y trouver en minorité dans une génération ? Et si nous n'accordons pas à tous ses habitants une complète égalité de droits civiques et politiques, comment le concilier avec les termes de la déclaration d'indépendance et les exigences démocratiques ? Démocratiques, n'en déplaise au rabbin Dinovitch. Ou bien devons-nous, avant toute autre chose, assurer la pérennité du peuple juif dans son État, en optant pour la formule de 2 États pour 2 peuples, étant entendu que cela signifierait la fin du conflit, la reconnaissance réciproque, le renoncement garanti à la guerre et à la terreur. Voilà des questions qui ne manqueront certainement pas d'être discutées autour de la table ronde cet après-midi, mon rôle ayant consisté à les esquisser en pointillés. 2 mots pour clôturer ce voyage express et fragmenté entre les grandes dates de l'épopée sioniste. Un projet de loi fondamentale est actuellement à l'étude, visant à renforcer le caractère juif de l'État d'Israël. Et enfin, dans une célèbre conférence prononcée à la Sorbonne en 1882, à l'ère des nationalismes européens, Ernest Renan demandait « Qu'est-ce qu'une nation ?» Et il répondait « Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions pour être un peuple. » Le peuple juif représente en plus une communauté ethnique et religieuse. Il est investi ou porteur d'un message moral universel. Je voudrais passer la parole à Maître Sami Bochner. Il est l'auteur d'un